Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 7. 5e partie. Dissertation. Le faux, dit Malebranche, est incompréhensible. Et j'ai toujours admiré le bon sens de ce roi de l'Inde dont parle Voltaire, qui ne put jamais comprendre ce qu'un Hollandais lui raconta du gouvernement démocratique de son pays, tout aussi étonné que nous le serions si l'on nous parloit de quelque contrée éloignée où les familles sont gouvernées par les enfants. Et pour mettre dans un plus grand jour la nécessité de ces idées générales de l'être et de ces rapports essentiels, et même de la présence de ces idées à l'esprit de tout homme qui n'a pas accoutumé son esprit à les nier et son cœur à les craindre, je suppose que lorsqu'un maître enseigne à son élève comme une vérité générale cette proposition, que la ligne droite est la plus courte entre deux points, l'élève lui répondit. Vous me donnez cette proposition comme une maxime générale, et je ne puis en constater la vérité que par une application ou expérience particulière. Je tire des lignes entre deux points, et je remarque que la plus droite est toujours la plus courte. Vous faites la même chose, et vous obtenez le même résultat. Je dois en conclure que la ligne droite est quelquefois la plus courte entre deux points. Et vous voulez, vous, en conclure que la ligne droite est non seulement toutes les fois ou toujours la plus courte, mais que cela même ne peut jamais être autrement. Ici la conclusion ne me paraît pas renfermée dans les prémices, car que sont au fond toutes les lignes, que tous les hommes, si vous voulez, peuvent vérifier, en comparaison de l'universalité même des lignes? Et connaissons-nous assez la nature pour affirmer une nécessité où nous ne voyons que des circonstances, et étendre à l'ensemble ce que nous ne connaissons que du partiel? Car enfin la ligne droite est un objet physique que je soumets à mes sens, et la propriété générale que vous lui supposez est un rapport intellectuel qui est du ressort de l'esprit seul. À cela le maître aura deux réponses à faire, toutes deux prises des considérations sur l'ordre général et social, mais dont l'une aura plus de rapport aux pensées, et l'autre aux actions. Il pourra dire à son élève 1. Que ligne droite et ligne plus courte sont identiques, et que l'identité est le fondement de nos jugements ou de la justesse de nos raisonnements. Qu'ainsi dire 2 et 2 font 4, c'est dire que 2 et 2 font 2 et 2. Et de même soutenir que la ligne droite peut n'être pas toujours la plus courte, c'est soutenir que la ligne la plus droite peut n'être pas toujours la plus droite, ce qui implique contradiction. 2. Il lui dira que si les hommes ne pouvaient pas s'assurer, par une suite d'observations particulières et toutes conformes, de la vérité d'un principe général, il ne pourra y avoir de société entre les hommes. Que l'homme ne pourra exister, puisque tout l'ordre de la vie et de la société roule sur une conclusion semblable. Qu'on sème du bled, et qu'on en fait du pain, parce qu'on a observé que le bled croît et que le pain se mange. Qu'on expose les coupables et qu'on lève des armées, parce qu'on a remarqué que l'exemple du châtiment rend le crime plus rare, et que les armées défendent l'État. Et que s'il falloit attendre d'ailleurs que de l'expérience la certitude des vérités même sociales, il y aura désordre. Or, l'écolier entendra très bien ces deux mots, contradiction et désordre, qui réveilleront en lui l'idée de sagesse et d'ordre dont ils sont la privation. Et si, insistant de bonne foi, il soutenoit que ce qui peut paraître aux uns contradiction et désordre, peut paraître aux autres, ordre et sagesse, il faudra renoncer à apprendre les mathématiques à cet esprit faux, parce qu'il sera borné, incapable de généraliser ses idées ou d'en saisir les rapports, et la vie entière ne suffira pas, que dis-je? Il sera impossible de le mener jusqu'à la seconde proposition de la géométrie, et de le faire convenir même de la définition de l'angle. Ainsi, l'élève qui entend cette proposition, la ligne droite est la plus courte entre deux points, a non seulement l'image d'une ligne entre deux points, mais encore l'idée ou la connaissance des rapports de comparaison exprimés par plus, de relations exprimées par entre, de nombres exprimés par deux, et encore l'idée fondamentale d'ordre général, qui lui apprend que cela ne peut être autrement.
et qui est la seule raison de la certitude générale que nous tirons d'expériences nécessairement particulières et individuelles. Aussi il est à remarquer qu'on ne trouve point d'athées parmi les géomètres métaphysiciens, ou parmi ceux qui ont fait d'importantes découvertes dans ce monde des rapports, tels que Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, puissants génies qui se sont élevés jusqu'à la contemplation des principes mêmes de cette science, qui pour le plus grand nombre ne commence qu'aux éléments, et qui n'offre à la plupart de ceux qui la cultivent que des images aisées à saisir et à combiner, au moyen de signes, lignes, chiffres ou lettres, qui en figurent les rapports. Art facile sous cet aspect, qui convient aux imaginations sans chaleur et aux esprits sans étendue, et qui arrêtant la pensée de l'homme sur les rapports des êtres matériels, devoit, dans ce siècle matérialiste, hâter la chute des autres études, et survivre aux connaissances qui règlent la société, et même aux arts de l'esprit qui l'embellissent. Mais cette idée générale de l'être et de ses rapports, quant a-t-elle lui sur la société, sinon lorsque l'être par excellence, l'être suprême, l'être nécessaire, s'élevant lui-même, qu'on me permette d'emprunter des mathématiques cette locution qui convient si bien à mon sujet, s'élevant lui-même à une puissance infinie d'être, par cette expression sublime, je suis celui qui suis, a révélé à l'homme l'idée de l'être. Car il n'y a proprement d'être que celui qui en a l'idée, et qui en a l'expression, je suis. Et elles ne sont pas, ou elles ne sont que comme le néant devant l'être, tanquam nihilum ante, ces formes matérielles, vaines figures qui paroissent, qui disparoissent, et non de constant que leur succession, praeterit figura huius mundi. L'homme donc qui enseigne, même un enfant, ne fait que développer les conséquences ou les rapports de l'idée fondamentale d'être qu'il trouve dans son esprit, point commun d'intelligence entre le maître et l'élève, sans lequel il ne pourra s'entendre. Le maître développe ces rapports, enveloppés les uns dans les autres, et que la méditation parvient tôt ou tard à extraire, en donnant à l'élève le signe qui les exprime, et qui lui explique par des signes d'autres rapports antérieurement connus. En sorte que dans l'instruction, même la plus élémentaire, il arrive nécessairement un moment où l'esprit du maître est devancé par celui de son élève. Les hommes, dit Malebranche, ne peuvent pas nous instruire en nous donnant des idées des choses, mais seulement en nous faisant penser à celles que nous avons naturellement. Un sourd-muet, dit le P. Gerdil dans son traité des caractères distinctifs de l'homme et des brutes, n'a, dit-on, aucune idée de Dieu et de l'âme, ni du bien et du mal moral, etc. De ces dernières paroles l'auteur tire la conséquence naturelle qu'on ne peut pas conclure qu'il n'y a ni Dieu dans l'univers, ni âme dans l'homme, de l'ignorance où l'on trouve le sourd-muet sur l'existence de Dieu et sur celle de l'âme. Et j'ajoute que les idées naturelles du sourd-muet sur les rapports des êtres moraux entre eux, ou vérité morale et sociale, comme sur le rapport des êtres physiques, ou vérité physique et géométrique, ne peuvent, faute de signes qui les expriment, se rendre présentes à son esprit, pour être présentées à l'esprit des autres. Et faire ainsi l'objet de sa réflexion et le sujet de sa conversation, jusqu'à ce que l'instruction l'introduise dans la société, dépositaire, en quelque sorte, de toutes les idées, puisqu'elle en conserve, par la parole et l'écriture, toutes les expressions. Et il y a de quoi s'étonner des questions que firent des savants, théologiens et autres, à ce sourd-muet de Chartres, qui recouvra tout à coup l'ouïe à l'âge de 20 ans, et bientôt la parole, dont Condillac parle d'après le journal des savants de 1714, et que M. le cardinal Gerdil a pris pour sujet des réflexions qu'on vient de lire. Ces savants lui demandèrent quelles avaient été ses idées sur Dieu et sur l'âme jusqu'à cette époque. C'est toi demander à quelqu'un qui n'aura jamais vu son visage de quelle couleur sont ses yeux, et il est toi étrange assurément qu'on voulut que cet enfant connût ses idées lorsque ces idées ne se peignoient à son esprit par aucun signe, et qu'il exprimât pour les autres ce qui n'était pas alors exprimé pour lui-même. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent nous a conduit insensiblement à la fameuse question des idées innées, et nous peut servir à la résoudre. Écartons d'abord l'expression vague et peu définie d'idées innées, signe de contradiction et de scandale pour les philosophes modernes, quoique J.J. Rousseau lui-même l'ait employé,
et dans l'acception la plus scolastique, lorsqu'il dit que l'homme est né bon, est né libre. Et disons que les idées sont en nous à la fois naturelles et acquises par les sens, car il n'y a rien de plus naturel pour l'homme que d'acquérir, de plus naturel à l'être que d'avoir. Les idées sont naturelles en elles-mêmes, acquises dans leur expression, naturelles, car elles sont en nous, puisqu'elles s'attachent naturellement aux mots qui les expriment, et naturelles encore, puisque dans l'homme l'action qui lui est naturelle est coordonnée et subordonnée à la faculté d'idées, acquise, parce que l'expression qui nous est transmise par les sens nous vient du dehors et de la société. Cette expression revêt, pour ainsi dire, nos idées, en fait un son par la parole, et une image par l'écriture. Ainsi exprimée, elle les présente à notre propre esprit, et notre esprit voit sa pensée dans l'expression, c'est-à-dire se voit lui-même, car l'esprit n'est que la pensée, comme les yeux se voient eux-mêmes dans un miroir. Et de même que sans la lumière notre propre corps demeure roi éternellement caché à nos yeux, nos pensées, sans expression, restent rois à jamais ignorées de notre esprit. Les vérités, même les plus intellectuelles, ont besoin d'expression pour devenir l'objet de notre croyance. Fides ex auditu, dit Paul. La foi vient de l'ouïe, et comment entendront-ils si on ne leur parle? Parce que l'ouïe est dans l'homme le sens propre des idées, comme la vue est le sens propre des images. Les deux opinions des idées naturelles et des idées acquises par les sens, sont donc vraies toutes les deux si on les réunit, fausses si on les sépare, nouvelle preuve de ce que nous avons dit ailleurs, que la vérité n'est pas dans le milieu comme la vertu, parce que la vertu consiste à éviter tous les extrêmes, et la vérité à embrasser tous les rapports. Concluons donc que les hommes ont naturellement l'idée de l'être cause universelle, créatrice et conservatrice, non que cette idée soit innée dans l'homme moral de la même manière que le besoin de manger et de boire est inné ou natif dans l'homme physique, mais parce qu'elle est naturelle à notre esprit. Je veux dire qu'elle entre naturellement dans notre entendement, dès que l'expression qui lui est propre, transmise par les sens, vient la représenter ou la rendre présente, et qu'une fois reçue, elle se coordonne naturellement aux perceptions les plus élevées de notre raison, et dirige nos actions vers le but le plus utile. En sorte que de toutes les vérités la plus naturelle est la nécessité d'une cause qui fait et qui conserve, idée aussi nécessaire à la perfection de l'homme social que les aliments sont nécessaires au soutien de l'homme physique. Idée enfin qu'on ne retrouvera pas chez tous les peuples, si elle n'était pas naturelle à tous les hommes. Cette cause universelle, présente à l'entendement de l'homme par la parole qui en exprime l'idée, présente à son imagination par les sensations qui résultent des effets qu'elle a produits, présente à son cœur par l'amour ou même par la haine, présente au monde physique par les lois du mouvement, et au monde moral par les lois de l'ordre. Cette cause, développée pour l'intelligence humaine dans tous ses rapports de volonté et de sagesse, d'amour et de bonté, d'action et de puissance, est l'unique raison de tous les rapports qui existent entre les êtres physiques, et qui sont l'univers sensible, et des rapports qui unissent les êtres moraux et forment la société. Mais, et c'est à dessein que j'insiste sur cette vérité, cette idée, toute naturelle qu'elle est, attend pour luire à l'esprit de l'homme, l'expression qui doit la produire, et elle reste inconnue à l'homme lui-même, jusqu'à ce qu'il ait reçu de sa société avec l'être semblable à lui, cette expression qu'une tradition ou parole héréditaire conserve dans les familles, et qu'une écriture impérissable conserve dans les nations. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.